Alors, ce matin, notre invité est David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. David Lisnard, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec la crise migratoire Lampedusa. Ces dernières 48 heures, de nouvelles arrivées de migrants à Lampedusa. Je cite Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'immigration irrégulière est un défi à l'Europe qui a besoin d'une réponse européenne. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est bien qu'elle se rende compte que c'est un défi. Il était temps. Il faut une réponse européenne, mais il faut une réponse aussi nationale. Je crois, moi, à des principes simples de vie, c'est-à-dire la responsabilité. De façon pompeuse, on appelle ça la subsidiarité, c'est que chacun doit d'abord essayer de régler ses problèmes. Et on voit bien que ce qui arrive à Lampedusa n'est pas une surprise. Toutes les fins d'été, depuis une dizaine d'années maintenant, on a ces flux de pauvres gens qui se font avoir d'ailleurs par des passeurs, enfin, etc. Oui. Et qui posent un défi. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est de retrouver les moyens d'action, de ne pas se payer de mots et d'arriver à retrouver la confiance des habitants, parce que la maîtrise du peuplement fait partie des droits fondamentaux des peuples. Mais est-ce que la France seule peut arriver à résoudre ces questions migratoires? Est-ce que la France a besoin de l'Europe, David Lisnard? La réponse, elle est un peu dans votre question. Vu l'enchevêtrement de textes, de traités, vu la réalité continentale, évidemment qu'il doit y avoir une action européenne, on le sait bien, notamment de contrôle des frontières. Ces mêmes frontières qui, sous l'autorité de Frontex, méritent des moyens supplémentaires que la commissaire européenne avait refusé l'année dernière. Et souvenez-vous de ce directeur de Frontex français qui était ferme et qui a été viré. Oui. Oui. Mais ce qui est certain... Mais là, il y a un pacte. Ce qui est certain, c'est que... qui apparemment, avant la fin de l'année, sera entériné. Oui, nous verrons bien. On verra bien. Oui. Mais si on raisonne en principe et si on raisonne en réalité, en principe, la souveraineté, elle appartient qu'à une seule personne, c'est le peuple. C'est le décideur en dernier ressource. La souveraineté, elle est nationale. Premier élément, c'est un principe de base du droit. Sur la réalité, on voit bien que l'Europe n'y arrive pas. Qu'il y a des approches différentes. Donc, il est certain qu'il faut trouver un point commun au sein de l'Europe pour protéger les frontières, lutter contre ces flux migratoires non contrôlés, mais que la décision du peuplement du pays doit être du ressort de la souveraineté populaire, c'est-à-dire des nations. Je vous dis ça parce que Giorgia Meloni appelle à une meilleure coordination européenne pour la gestion des arrivées de migrants, mais est-ce un peu aussi l'échec des promesses de Giorgia Meloni qui a construit toute sa réussite politique sur la lutte contre l'immigration illégale? C'est l'échec d'un système européen qui dilue les responsabilités, donc l'efficacité. C'est aussi la mise devant la réalité des populistes, des démagogues, les yaka faucons, et l'exemple italien en est l'expression, oui. Oui, la France va aider l'Italie à gérer la frontière à Menton, installation à Menton, élargissement d'un poste de police pour accueillir certains des migrants de Lampedusa. Leur cas sera examiné. Ceux qui peuvent espérer un droit d'asile resteront et les autres seront expulsés. Ça, c'est une des solutions. C'est un débat. Il y a un débat autour de cette présence. Plusieurs choses. D'abord, dans la réalité, on sait bien que ceux qui ne seront pas retenus au droit d'asile ne seront pas expulsés. Voilà. Donc, on le sait, c'est documenté. La Cour des comptes l'avait documenté depuis des années. 95% des expulsions n'ont pas lieu. Donc, il faut arrêter, là aussi, de se moquer du monde. Deuxième élément, nous sommes dans une crise démocratique qui est une crise de l'exécution des choses, avant d'être une crise de la représentation, et qui vient de la différence entre la parole du politique et les actes du politique. Dans la parole d'hier, on a déjà eu une contradiction au sein de la parole de l'exécutif. On a eu un ministre de l'Intérieur qui dit « nous n'accueillerons pas ces immigrés », une ministre des Affaires étrangères qui diront « nous prendrons notre part à l'effort », et un président de la République qui disait « la France doit assumer sa part de solidarité ». Donc déjà, contradiction dans les mots et dans les actes. Dans la même journée hier, le ministre de l'Intérieur qui dit « nous n'accueillerons pas », et le ministère de l'Intérieur, à travers les préfectures, qui disent « nous sommes en train de voir comment accueillir à Menton ». Donc c'est ce qui crée de l'énervement, c'est ce qui crée, le gouvernement ce qui alimente. Est-ce que le gouvernement nous ment? Est-ce que le gouvernement ne nous dit pas la vérité? Alors, c'est ce que je comprends à travers ce que vous dites. Est-ce que le gouvernement nous dit la vérité? Disons qu'il y a plusieurs vérités qui se contredisent. Donc la conclusion, chacun l'a fait, voilà. Oui, bon, c'est clair. À propos d'immigration, que pensent beaucoup de Français, David Lisnard? Que l'État choisit d'aider les immigrés plutôt que des Français. À leurs yeux, l'aide aux immigrés se fait au détriment des Français. Vous l'entendez, cela? On l'entend, je l'entends d'ailleurs
c'est ce que j'essaie d'expliquer parfois à certains amis politiques, je l'entends de partout. C'est-à-dire, je l'entends y compris de Français d'origine immigrée qui disent il faut couper le robinet de l'immigration. Des Français d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine maghrébine. Alors comment que faire? Donc, que oui, on l'entend. Après, il faut regarder la réalité. En fait, il ne s'agit pas de désigner des populations et des individus. Il s'agit de prendre l'immigration comme un phénomène social et de le maîtriser parce que quand on voit les problèmes de logement en France, quand on voit les problèmes, les salaires tirés à la baisse sur certains métiers, on se rend compte qu'il y a besoin de contrôle des flux migratoires, ce qui n'est pas le cas de ces dernières années. Donc plus de contrôle des flux migratoires, parce que je veux bien, on entend ce que disent les Français, encore faut-il leur proposer des solutions aux Français. Mais parallèlement, même si la solution, c'est pas facile, et il y en a plusieurs. C'est multifacteur. Parallèlement, évidemment, au développement des pays d'origine, mais qui est un vieux débat, qui est quand même la base de tout. C'est-à-dire comment l'Afrique se développe, comment l'Orient se développe. Bon, ce sont des vraies questions. Et qui passent par de la liberté, de l'investissement, de la lutte contre la corruption, etc. Mais en termes de mesures, il faut rétablir la possibilité d'expulser les clandestins, qui a été supprimée fin 2012 de mémoire. Donc rétablir le délit de séjour illégal. Il est évident qu'il faut revoir les conditions du droit du sol. On a commencé à le faire sur Mayotte, mais aujourd'hui, on a un droit qui contredit. Si vous voulez, moi je suis attaché à l'état de droit. Il y a des gens qui disent qu'il faut jeter l'état de droit. L'état de droit, c'est la liberté. Mais l'état de droit, il n'est pas figé, il ne faut pas le fossiliser. L'état de droit, ça ne doit pas être l'impossibilité du droit de l'État d'appliquer des mesures. Donc, ce qui est proposé par voie référendaire pour transcender, pour dépasser les blocages du droit européen, notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil d'État, est la bonne raison. Aujourd'hui, il faut retrouver des moyens d'action en droit, puis des moyens d'action concrètement avec des hotspots, c'est-à-dire des lieux où les demandes des immigrés sont traitées hors des frontières. C'est une mesure que nous proposons depuis longtemps, c'est une mesure qui a été évoquée aussi récemment à gauche par Bernard Cazeneuve, et c'est une mesure indispensable. Bien, dans l'Isère, un maire, vous êtes président de l'Association des maires de France, refuse de marier un Algérien présent illégalement sur le territoire français. Vous le soutenez? Oui. Oui, bien sûr. Sans problème. Mais parce que c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que vous êtes maire, vous êtes soi-disant, vous avez une autorité judiciaire. En fait, dans la réalité, c'est pas vrai. Mais enfin, en théorie, nous sommes officiers de police judiciaire. Toute la journée, vous luttez contre l'incivisme. Vous dites aux gens de ne pas jeter les déchets dans la rue. Vous dites aux gens de respecter leur permis de construire, etc. Et on voudrait vous obliger à marier quelqu'un qui a l'interdiction d'être là. C'est-à-dire, vous avez une obligation de reconnaître la présence de quelqu'un qui a l'obligation d'être ailleurs. Tout ça est absurde, et c'est ce léviathan bureaucratique, cette absurdité de règles, de niaiseries, qui depuis 40 ans plombe le pays. Nous allons revenir sur la bureaucratie. Créer un titre de séjour spécial pour les personnes exerçant un métier en tension. C'est une bonne idée que vous soutenez ou pas, ou la contestez? C'est une aspiration de beaucoup d'employeurs et de beaucoup d'individus qui bossent. Mais j'imagine qu'on vous fait la remarque d'ailleurs à Cannes, comme ailleurs. Sauf que, vous savez, la vie, elle doit être un peu plus simple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adresser des messages contradictoires en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à un moment donné, nous sommes face à un flux migratoire qui pose problème, ce que tout le monde aujourd'hui reconnaît, sauf l'extrême gauche, qui est azimuté en l'occurrence, mais c'est pas un scoop. Et d'un autre côté, dire on va régulariser des personnes qui, certes, sont méritantes, etc., mais sont des clandestins. Donc, il faut distinguer cette question de la remise en ordre de la législation et des moyens sur l'immigration. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas adresser ces signaux contradictoires. Donc, quand la droite dit que c'est un appel d'air, c'est évidemment un appel d'air à l'immigration. Non. Il faut aussi sanctionner d'une très forte amende l'emploi d'une personne en situation irrégulière. Dans ces conditions. Il faudra C'est-à-dire que vous allez dresser des amendes à l'encontre de tous les commerçants, de tous les petits chefs d'entreprise qui emploient des personnes en situation irrégulière. Je connais pas. Moi, je viens du commerce. Jusqu'à récemment, vous n'en connaissez pas? Je connais bien sûr des chefs d'entreprise qui ont à la plonge, etc. Des personnes qui viennent de Tunisie. J'en vois tout le temps. Mais je ne connais pas un chef d'entreprise, un commerçant qui volontairement aille d'abord
vers un clandestin, si vous voulez. Parce que le marché du travail est tellement administré, est tellement sous-performant, la formation n'est tellement pas adaptée aux besoins du pays, qu'il y a ensuite un principe de réalité économique qui s'impose. Mais ce qu'il faudra voir, c'est évidemment avoir enfin une vraie politique pour couper le robinet de l'immigration. Et une fois qu'on aura cette politique qui redonnera de la confiance dans la capacité de l'État à agir, traiter individuellement sur des critères d'intégration et d'assimilation tous les cas des personnes qui sont là depuis longtemps et qui cotisent. Alors, les aides sociales, justement, la réforme du RSA, 15 à 20 heures d'activité par semaine pour la réinsertion, c'est un conditionnement au versement du RSA. Vous approuvez ? C'était la base lorsqu'il a été créé. D'abord le RSI, puis le RSA. On verra dans les actes qui contrôle ça, qui met en œuvre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les aides sociales sont tellement éparpillées. Certains disent qu'il y a plus de 470 aides sociales, qu'il n'y a aucun contrôle. Et ce qui fait au détriment les plus pauvres, des personnes les plus pauvres qui en ont besoin, et qui alimente cette spirale infernale des comptes publics, puisque aujourd'hui, un tiers de la richesse en France va dans des aides sociales. C'est un record absolu du monde. C'est-à-dire que c'est le double de quasiment les autres pays civilisés. C'est ce qui est en train de déstructurer la société et fait beaucoup de mal. Oui. Alors on les baisse, alors on les contrôle mieux, alors on les conditionne, ces aides sociales. David Lisnard ? J'ai un univers où on m'a toujours appris que quand il y avait un droit, il y avait un devoir, que quand il y avait une liberté, donc on les il y avait une responsabilité. Oui, bien sûr, il faut les conditionner. Il s'agit pour aller vite. Oui. Je crois qu'on peut être beaucoup plus efficace pour aider les plus précaires et les plus pauvres, et beaucoup plus efficace pour les comptes publics. Et cela passerait par cette allocation sociale unique sur laquelle on travaille à mon parti Nouvelle Énergie, qui avait été proposée par d'autres avant, qui permettrait d'avoir des critères de conditions, le taux de handicap. Une seule allocation sociale regroupant... mais multi-critères. Voilà, ce qui permettrait d'éviter les doublons, le handicap... Parce qu'aujourd'hui, vous avez une multiplication des administrations, donc des frais qui font que cette politique sociale coûte très cher en frais administratifs, comme tout ce qu'on fait en France. Vous avez des doublons, des triplons qui favorisent la fraude, et vous avez des dispositifs qui ne sont pas assez perceptibles par des personnes très pauvres, parce qu'il y a un éparpillement. Donc oui, il va falloir faire un travail de mise en ordre très profonde dans le système social. Suspension des allocations par an d'enfants délinquants ? Oui. Alors, oui, mais il suffit pas de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut... Plus d'aide sociale municipale, par exemple. Non, mais ça renvoie à un système de responsabilité individuelle. Depuis 40 ans, vous nous faire croire qu'il y a une responsabilité collective. Or, ça n'existe pas, la responsabilité collective. Moi, quand j'ai fait l'armée, on m'a appris qu'on ne pouvait pas avoir de punition collective. Et c'est logique. On est responsable de ses actes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que aujourd'hui, lorsque vous avez, et j'avais écrit là-dessus avec Naïma Mfadel, avec Alexandra Martin, avec le professeur Boris Berger, le pédopsychiatre, lorsque vous avez un mineur qui produit un acte de délinquance violente, malheureusement c'est exponentiel, l'excuse de minorité est activée, et on vous dit les parents ne sont pas responsables de ce gamin, alors qu'il est mineur, et le mineur n'est pas responsable. Donc qui devient responsable ? La société. C'est une abstraction, c'est-à-dire vos impôts, et nous on prend perpète pour payer des impôts pour des personnes qui refusent de s'insérer, des personnes qui nuisent. Donc, il faut rétablir la responsabilité individuelle. Il faut abaisser l'excuse de minorité. Mais si le mineur n'est pas jugé responsable, oui, c'est aux parents. Si les parents, il ne s'agit pas de dire simplement on va couper les aides, il s'agit de dire que les parents, moi j'ai des enfants, jusqu'à 18 ans, c'est ma responsabilité. S'ils commettent des actes, ça peut arriver, je dois assumer. Je suis solvable, donc je dois payer. Vous avez appliqué, et si je ne suis pas solvable... Vous avez appliqué à Cannes ? Oui, on l'applique avec les moyens qui sont les nôtres. Bien sûr. Avec les moyens qui sont les vôtres. Parce qu'on n'a pas l'autorité sur ces questions. Par exemple, expulsion de logements sociaux en cas de famille délinquante. Mais bien sûr. Une famille délinquante, oui, vous êtes favorable. Et d'ailleurs, quand ces mineurs de 15 ans avaient agressé cette personne âgée de 89 ans, j'ai demandé tout de suite l'expulsion des délinquants. Mais non, parce que le droit aujourd'hui le permet que dans des cas très rares. Et c'est là qu'on en revient à l'impuissance publique qui fait que ça énerve tout le monde et que ça renvoie les gens vers l'abstention, vers les extrêmes. Alors le budget 2024, je sais que vous êtes très attaché aux questions budgétaires, bientôt devant le Parlement. Demain, je recevrai d'ailleurs le ministre du Budget. Bientôt devant le Parlement, sortie du quoi qu'il en coûte. Quelques chiffres, croissance pour 2024, dit le gouvernement 1,4, la Banque de France parle de 0,9, inflation à 2,6, déficit public 4,4% en 2024, au-dessus des 3%, les fameux critères de Maastricht. La dette passera de 111,8% du PIB en 2022 à 108,1% en 2027, donc petite baisse, dette plus de 3 000 milliards, que les choses soient claires. Est-ce que la France est bien gérée ? Non.
La France n'est pas bien gérée et c'est pas nouveau. Derrière ces réalités comptables, il y a surtout des réalités humaines. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est que la comptabilité, c'est pas une finalité, mais c'est une modalité. C'est quoi ces réalités humaines? C'est des taux de prélèvement obligatoires les plus élevés du monde. Nous sommes, quand on prend la richesse, à 46% d'impôts et de charges. C'est le record du monde. Une dépense publique qui est la record du monde, et pourtant des services publics qui sont de plus en plus défaillants sur les missions de base, la santé, la justice, la sécurité. Pourquoi? Parce que trop de dépenses génère de la dépense inutile. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que trop d'administration, de même que trop d'impôts tue l'impôt, vous savez, la courbe de l'affaire, on dit en économie, trop d'administration tue le service public. Et donc, non, il y a un problème de gestion manifeste, et le quoi qu'il en coûte est souvent devenu du n'importe quoi qu'il en coûte. Du n'importe quoi qu'il en coûte, Daniel Lisnard, oui, Daniel va être très bien, mais moi c'est David. Mais Daniel est formidable. Pourquoi j'ai dit Daniel? Si Daniel, David, vous nous écoutez. David Lisnard. Vous dites la France est mal gérée, mais quelle recette préconisez-vous? Je ne sais pas, moi, vous diminueriez le budget de quel ministère? Où feriez-vous des économies? David Lisnard. Alors, on ferait comme on fait dans toute entreprise, c'est-à-dire que déjà, on cherche à motiver les gens qui bossent pour vous. Comparaison de vos paraisons, mais dans nos entreprises... On abandonne les 35 heures, tiens, au passage. Mais bien sûr, il faut laisser la possibilité aux salariés, aux travailleurs de bosser plus longtemps. Donc, travailler plus, par exemple 37 heures, payer 37. Bien sûr. Regardez ce qui fonctionne autour de nous, dans des pays où les salaires médians ont évolué de façon très positive, où les revenus ont augmenté. Vous regardez, bien sûr, Outre-Rhin, vous regardez dans les pays scandinaves, vous regardez la Suisse, qui était un pays plus pauvre que la France il y a 60 ans, et aujourd'hui qui est un pays plus riche que nous. Donc, tout simplement, de laisser beaucoup plus de liberté de travail pour... si vous voulez, on a 3 problèmes aujourd'hui qui détruisent le service public et qui coûtent cher aux contribuables. La bureaucratie, qui est un fléau. Et ça, si on a le temps, il y a vraiment des moyens. Il n'y a pas une fatalité, quoi. On peut baisser la bureaucratie et éviter les effets de perdition administrative. 2, il y a bien sûr le rapport au travail. Améliorer la productivité du travail, mais augmenter le volume de travail. C'est fondamental. Donc on travaille 3, plus. Une immigration qui fait qu'on importe... Donc travailler plus, David Lisnard. Pour ceux qui le veulent, oui. Mais moi, vous savez, autour de moi, en mairie, je ne vois que des gens, beaucoup de gens qui veulent bosser plus, contrairement à un lieu commun, qui veulent être propriétaires de leur vie, donc bosser plus, sans sortir des vieux slogans, gagner plus quand ils le peuvent. Et 3e élément, c'est l'immigration, qui fait qu'on importe de la pauvreté, et l'émigration qui fait qu'on exporte des talents et de la richesse. Vous parliez de la Suisse tout à l'heure. Très intéressant, j'ai remarqué ça dans les chiffres de l'OCDE. En France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. En Suisse, ce n'est pas le cas. Mais parce que, en France, ça renvoie des épouvantails. 14 points de moins en France. Les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. Chiffre de l'OCDE. Vous dites en France ou en Suisse ? Logique. En France, en Suisse, c'est égal. Alors, le capital, c'est quoi? C'est l'investissement. On est d'accord. Il y a 2 facteurs de production qui créent la richesse. Les dividendes. Le travail et l'investissement. Le dividende, c'est la rémunération de l'investissement. Oui, c'est le capital. Donc c'est la rémunération de l'investissement. Et si vous voulez un pays prospère, il faut de l'investissement. Donc, il faut qu'en système comparatif, votre capital ne soit pas plus taxé qu'ailleurs. La Suisse est prospère. La France a un capital qui est plus taxé que les autres pays européens. Voilà. C'est ça où... Ah non. Ah bah si. Ah bah si. Ça, moi j'ai vu le tableau de l'OCDE. Non, mais ça c'est une absolue vérité. Et vous avez donc Et d'ailleurs, quand on regarde la répartition des revenus entre les revenus de l'investissement et les revenus du travail, on est depuis une 60aine d'années à peu près dans les mêmes ratios. La rémunération du capital avait augmenté dans les années 80, avec la gauche d'ailleurs, et depuis elle est revenue au niveau des années 50 et 60. La taxe sur les super profits pétroliers qui est envisagée, vous y êtes favorable ou pas? Faut-il taxer les super profits pétroliers? Non, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir dans les énergies décarbonées, on a besoin de donner des exigences de décarbonation et d'utiliser la force du capitalisme pour relever le défi climatique. Toute cette démagogie-là, qui consiste à dire que pour taxer plus, on est toujours très très bon. À la fin, de toute façon, c'est le consommateur et le contribuable qui assume tout le temps. Voilà. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir des entreprises compétitives, d'avoir une égalité fiscale. Or,
on a des disparités fiscales au détriment des PME. Donc il y a un manque d'équité, et ça c'est une injustice profonde. Mais ne croyez pas que en sortant les surtaxes, les super profits, François Hollande s'y était attaché, et puis il est revenu en arrière un an après. La gauche et une partie dans les années 80 avaient essayé. Tout ça ne fonctionne pas. Fait que tout le monde se barre à l'étranger et que les autres s'enrichissent sur notre dos. Et la vente à perte des carburants. Écoutez, est-ce que vous pensez que le gouvernement est dans une improvisation permanente sur ces questions de prix des carburants ? Je pense qu'il est, il y a des gens de grande qualité, mais qu'il est prisonnier d'un schéma qui est un schéma archaïque qui s'appelle le social-étatisme, et qui fait qu'à chaque difficulté, on pense que c'est l'État qui va régler le problème. Or, l'État est une partie du problème souvent. Et vous voyez, là, cette histoire de vente à part, avec les taxes sur les carburants. Oui, bien sûr, bah oui, les taxes, c'est l'État qui les lève d'ailleurs. Marine Le Pen dit qu'il faut restituer une partie du surplus de TVA aux Français. C'est ce qu'elle a dit hier soir. Oui, c'est ce que dit la droite, sauf qu'il faut d'abord rétablir les comptes publics. Autrement, ça se traduira par de la dette, donc on plombera, sans faire de mauvais jeu de mots s'agissant de carburant, les générations futures. Sur l'histoire de vente à perte, donc remettre en cause la loi de 63, qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux distributeurs, et je l'ai écrit samedi ou dimanche, donc c'est pas la lucidité rétrospective. C'est bon. Et donc, on dit, vous allez pouvoir vendre à perte. Bon, ok. Sauf que, évidemment, les distributeurs ont des recettes, parfois de façon très très majoritaire, les grandes surfaces sur les biens alimentaires, ou les stations avec concession sur aussi d'ailleurs des produits alimentaires. Donc, les pompistes indépendants disent, vous êtes bien gentils, mais nous, si on vend à perte, on ferme. Nous, on n'a que ça comme revenu. Donc, personne ne bosse pour perdre de l'argent. Et donc, on va inventer, j'ai entendu ça ce matin, et je l'avais annoncé ce week-end, eh bien, l'État va inventer une administration, donc des prélèvements en plus, un machin en plus, pour aider les pompistes qui vendent à perte. Ce système est fou. C'est-à-dire, c'est ça n'importe quoi qu'il en coûte. On veut faire plaisir à l'opinion, on sort une mesure qui flatte l'opinion, mais l'opinion n'est pas dupe, évidemment, et on crée un machin pour compenser les effets pervers de la mesure que l'on prend. Et c'est comme cela qu'on a le record du monde des impôts et des charges, malgré toutes les annonces, et le record du monde de la dépense publique. Et on va dans le mur. Il faut en finir avec 40 ans de social-étatisme. David Lisnard, je vous écoute. Vous avez raison. Vous êtes en train de préparer la présidentielle de 2027. Est-ce que vous êtes en train de préparer la présidentielle de 2027 ? Je suis en train de préparer toutes les prochaines échéances. Et donc de préparer, oui, un projet de gouvernement, un projet de... Moi, je crois encore à la démocratie. Beaucoup de gens n'y croient plus. L'enjeu, c'est de montrer que la démocratie, ça peut fonctionner. Donc vous serez candidat en 2027. Mais c'est pas et c'est pas la langue de bois. C'est pas. Mais c'est. Il faut se mettre en capacité d'être entendu. Tiens, dire. On peut peut-être faire quelque chose. C'est pas simple. Vous allez inaugurer votre nouveau quartier général le 3 octobre à Paris. Siège national. C'est ouvert à chacun. Vous pouvez venir. 69 rue des Entrepreneurs dans le 15e. Mardi 3 octobre à 19h. Nouvelle Énergie. Et on bosse David Lisnard, le libéral assumé. Qui prépare, celui qui croit, le responsabiliste assumé, à la responsabilité individuelle, donc à la liberté. Donc Laurent Wauquiez n'est pas votre candidat naturel. Ce qui aujourd'hui, à 4 ans d'une présidentielle, si vous pensez qu'à votre aventure personnelle, vous tombez dans le délire narcissique, et c'est aussi ce qui flingue la politique. Non, mais votre aventure personnelle se conjugue à une aventure collective. Avec plein de personnes qui ne sont pas connues, avec des gens plus connus, comme François-Xavier Bellamy, comme Hervé Morin, comme d'autres. On bosse sur un projet, un corpus, quelque chose, des principes. Pas un programme parce qu'il se fracasse sur les réalités, mais des principes. Les gens qui disent... Avec un objectif politique, la présidentielle de 2027. Comment on baisse la dette ? Quand j'ai été élu maire de Caen, on m'a dit, vous ne pourrez jamais baisser la dette. On en a 65 millions de baisse de la dette dans une ville qui a un taux de pauvreté qui est bien supérieur à la moyenne nationale. On a créé de la productivité, on a fait des cercles de qualité, on a moins d'agents de la fonction publique mais mieux payés. On essaie de motiver les gens. Comment on arrive à refaire fonctionner l'appareil de l'État, à ne plus faire en sorte que les doctrines gouvernementales s'adaptent à la pénurie. On l'a vu sur le Covid, on le voit sur les places de prison, on le voit sur l'immigration. Bref, retrouver une espérance dans la capacité d'exécution et de concrétisation d'une ambition pour la France. Avec un objectif de gagner les élections de 2027, évidemment, législatives, présidentielles, et on verra qui peut porter ce corpus. L'enjeu, c'est de vous ne serez pas tête de liste LR aux européennes, j'ai lu ça, j'ai entendu ça. Non, mais pour une raison très simple, c'est que j'ai un mandat de maire, maire de Cannes, ça me prend beaucoup de... Et j'ai l'honneur d'être président des maires de France. Vous savez, quand vous présentez une élection, vous n'êtes jamais à l'abri d'une victoire. Reconduit en novembre. Si je devenais, tout à fait, si je devenais député européen, je serais obligé par la loi d'amender
abandonné mon mandat de maire. Et je crois que rétablir la confiance, c'est assumer ses mandats. Merci à vous, David Lisnard, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58. Vous réagissez évidemment.